à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Claire Villuguet, je suis en deuxième année de thèse au Centre Ifremer du Pacifique et je travaille sur la quantification du rôle de la plasticité phénotypique et de l'adaptation de la réponse thermique chez l'espèce modèle de l'huître perlière Pinctada margaritifera. Alors, ma thèse, en fait, elle s'inscrit vraiment dans un contexte de changements globaux et plus particulièrement de réchauffement climatique. Donc, comme vous le savez, l'océan a déjà augmenté de 1 degré depuis ces 100 dernières années et on prévoit plus de 4 degrés selon les scénarios les plus pessimistes d'ici la fin 2100. En plus de ça, donc, il y a les vagues de chaleur, donc, en anglais les marine heat waves, qui sont en fait des périodes de chaleur anormalement chaudes qui peuvent durer que quelques jours jusqu'à quelques mois et qui sont prédits d'être plus fréquents, plus intenses sur des étendues spatiales beaucoup plus grandes et qui présentent une menace particulière au niveau de l'océan Pacifique tropical, notamment due à sa synergie avec les événements El Niño. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes, eux, ils ont des limites de tolérance thermique qui leur ont associées, avec un minimum et un maximum, donc le CT min et le CT max, et une valeur optimum. Donc en fait, c'est la température à laquelle la croissance, la reproduction et également en fait, la performance physiologique elle va être maximisée. Cependant, dans un contexte de réchauffement climatique, des fois la température elle va aller au-delà de ces limites. Et l'organisme, soit il va réussir à s'adapter in situ, soit il va devoir migrer vers des zones qui lui sont plus favorables. Alors, ce framework théorique, donc la courbe de performance thermique, notamment le CT max, il va nous permettre d'aller faire des prédictions de modélisation de distribution des espèces selon en fait, les données environnementales prédites et vraiment créer un outil de gestion d'aide à la décision pour la gestion de la biodiversité. On peut penser notamment aux aires marines protégées, à la gestion des espèces invasives, etc. Hop. Alors les espèces, elles ne sont pas toutes égales face au réchauffement climatique prédit. Donc on voit bien que pour les espèces tropicales en général, leurs limites de tolérance elles vont être beaucoup plus fines par rapport aux espèces tempérées où là la zone va être plus large. Et donc ce delta T, donc ce qui est appelé en anglais safety margins, donc qui est la différence entre la température aujourd'hui et en fait leur maximum, elle est beaucoup plus réduite pour les espèces tropicales que pour les espèces tempérées, ce qui en font des espèces un peu plus vulnérables face au réchauffement climatique. Et en ce qui concerne l'huître perlière, elle, c'est effectivement une espèce tropicale. En plus de ça, elle est sessile, donc elle ne va pas pouvoir aller migrer comme les bancs de poissons. Et une étude a récemment montré que son optimum, qui est autour de 29, il est dépassé déjà de 100 jours par an. Donc, ce qui en fait une espèce particulièrement vulnérable à ce réchauffement climatique. Cependant, on a également identifié une population un peu plus, potentiellement plus résistante. En fait, on les a identifiés dans des écotypes un peu spécifiques, qui sont en fait des flaques intertidales, où la température, elle peut aller monter au-delà de 34 degrés, ce qui est vraiment une température presque létale, sublétale pour cette espèce. Et pour aller un peu investiguer ce potentiel adaptatif pour cette espèce, une étude récente est allée chercher deux populations dans des écotypes différents, au Gambier, avec des moyennes beaucoup plus basses, des températures autour de 25-29 et des cycles très, très stables. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait des reproductions et ils ont mis en fait les progénitures, si on peut dire ça, dans deux environnements, donc un contrôle et un plus stressant à 34 degrés. Et ils ont bien identifié une divergence génétique, donc des mutations au niveau de l'ADN, ce qu'on appelle des SNP, dans environ 100 gènes qui sont associés à la respiration mitochondriale. Et en plus de ça, une divergence également plastique, donc une différence au niveau de l'expression des gènes. Mais on n'a pas réussi encore à corréler est-ce que ces divergences, qu'elles soient génétiques ou plastiques, elles ont un impact sur leur réponse performance thermique. Est-ce que leurs limites, est-ce qu'elles vont plus loin ou pas? Donc c'est un peu ce que nous, c'était un peu notre question. Donc est-ce que ces populations génétiquement différentes, est-ce qu'elles ont une réponse à la température différente? Et si oui, comment la quantifier? Alors la première étape, c'est de déterminer les limites de tolérance. Et ensuite,
Et ben, en ayant ce cadre de tolérance des limites pour chacune d'entre elles, donc est-ce qu'il y a de la variation et comment la quantifier? Et enfin, c'est aller vers une approche plus mécanistique, comprendre c'est quoi les mécanismes en jeu pour aller faire des prédictions beaucoup plus haute résolution, où on pourra comprendre un peu ce qui se passe. Donc pour les limites de tolérance thermique, nous, ce qu'on a utilisé, c'est la TDT. C'est un framework en fait, qui prend en compte le temps. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on expose une espèce à une température, plus elle va être haute, moins l'organisme va résister longtemps. Plus vite on va atteindre les 50% de mortalité dans la population. Donc on a fait ça on a fait ça de 35 à 40 degrés, il me semble. On a obtenu leur temps associé, et je vous épargne les détails mathématiques, mais en gros, ce qu'on obtient, c'est une CT max, autour de 40 degrés, et une sensitivité qu'on peut aller comparer avec différentes espèces, différentes populations, etc. On a identifié une température critique de 34 degrés, donc c'est la température vraiment limite à partir desquelles l'espèce ne va plus mourir. Et en plus de ça, on obtient en fait le paysage de tolérance thermique qui en fait, nous permet d'aller extrapoler et aller faire des prédictions. Ensuite, on s'est un peu intéressé aux limites un peu plus sublétales qui sont tout autant intéressantes. Et on a descendu un peu nos températures, on a exposé les huîtres donc plus aux alentours de 26 à 34-35, et on a observé un point de bascule physiologique à 32 degrés. Donc ça veut dire que 34 degrés, même si elles ne meurent pas dans un temps très court, on voit que leur performance diminue et que leur survie à long terme, ça ne va pas marcher. Donc une fois ces températures identifiées, on va aller voir s'il y a une source de variation. Donc ces variations-là, elles peuvent être soit dues à la génétique, soit à l'environnement, soit à l'interaction des deux. Donc l'interaction des deux, c'est souvent connu sous la plasticité phénotypique. Donc nous, on s'est intéressé à la plasticité et à la génétique, et notamment l'héritabilité et la plasticité développementale. Donc en fait, lorsque l'on applique un stress très jeune chez des espèces, notamment durant l'embryogénèse, qui est une fenêtre critique de vulnérabilité, on peut aller infléchir les trajectoires, les trajectoires de croissance et de développement, et qui peuvent avoir un impact plus tard lorsqu'ils sont adultes, alors qu'ils n'ont pas revécu ce stress-là depuis. Mais sur cette fenêtre-là, on peut avoir des impacts après, plus tard dans la vie. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a exposé nos jeunes huîtres à une température contrôle de 28 et une un peu plus stressante, donc de 32, qu'on a choisi. Et on a regardé, après, 5 mois après, ce que ça donnait. On les a exposés à un stress de 36 degrés, donc létal. Et ce qu'on a observé, donc là, ça s'appelle des courbes de mortalité. Donc on a une famille qui s'appelle C et une famille qui s'appelle D. Les courbes rouges, donc en fait, c'est les juvéniles qui ont été exposés à 32 degrés. Et du coup, la grise, c'est 28 degrés. Et en fait, on a observé une différence significative entre ces deux cohortes. Sauf que dans un cas, le challenge, lui, il a empiré, on va dire, la thermotolérance, donc chez la C. Et chez la D, ça l'a amélioré. Donc en fait, il y a une forte interaction famille-environnement. Voilà, on n'obtient pas la même chose. Et nous, notre but, c'est d'aller bien quantifier cette source de variance. Et ce qu'on veut faire, c'est avec ces données-là, les overlapper sur un animal modèle avec différentes matrices, que ce soit de la génétique, l'environnement, l'épigénome, mais également des mesures physiologiques, et aller quantifier la source de variance. Et un deuxième projet, c'est le heat hardening. Donc c'est en fait de la plasticité adaptative bénéfique en fait pour l'organisme, qui permet d'améliorer, de pousser ses limites. En fait, il va mieux résister au stress. Donc ça, c'est la littérature qui dit qu'en fait, quand on est au-dessus de la température critique, en fait, l'organisme, il ne va pas pouvoir se réparer lorsqu'il a été exposé à un stress. On dit que le stress est additif, donc en fait, c'est la partie violette, qui est du coup assez facile à aller, si on veut aller faire des prédictions de mortalité. Mais lorsqu'on passe en dessous de la température critique, donc 34 degrés pour l'huître perlière, en fait, il y a des mécanismes de heat hardening qui peuvent se mettre en place, mais également de réparation. Sauf que ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore connu, et c'est pour ça que nos prédictions des espèces, si elles vont mourir ou non en fonction des chocs qu'on va leur appliquer, c'est encore un peu, on ne sait pas trop. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le framework du début, la TDT. Donc on sait que pour une température
on va avoir un temps X à laquelle on va obtenir 50% de mortalité de notre population. Et ce qu'on va prendre, c'est la moitié de ce temps. On va le laisser se réparer pendant X temps et on va les réexposer au même stress et voir si, oui ou non, est-ce qu'on a un gain. Donc on va faire ça pour plusieurs températures. La température critique, donc normalement c'est additif, mais des températures un peu plus optimales, un peu plus basses, où là normalement elle peut se réparer, mais également mettre en place ce mécanisme de plasticité. Et avec différents échantillonnages transcriptomiques, ce qui nous permettra d'aller modéliser un peu en fait, les réponses en fonction du temps et de la température. Et voilà, essayer d'aller améliorer les prédictions toujours du réchauffement climatique. Voilà. Merci. On a une idée un peu du mécanisme par lequel le fait de soumettre l'huître à une température un peu plus forte lui permettrait de résister un peu mieux à la température. Tu veux dire jeunes ou Oui, les jeunes. Les jeunes, en fait, c'est surtout en fait de l'épigénétique. En fait, c'est des marques qui vont venir se déposer sur l'ADN en fait, et qui vont permettre pas une même lecture, mais une sorte de lecture améliorée et après avoir une meilleure résistance. Voilà, c'est plutôt au niveau. Oui, mais alors entre l'ADN et la physiologie, il y a un certain nombre de mécanismes. Là, oui, carrément. C'est ce qu'on regarde en fait quand je parlais de différentes matrices. Okay. Et il va y avoir donc les génétiques. Après la méthylation, donc c'est ces marques-là. Après la transcriptomie, où là c'est l'expression des gènes, et en fait la physiologie, où là c'est vraiment directement, en fait ça va vraiment être multi-échelle quoi, pour justement aller comprendre ça. On n'a pas une idée des protéines, des enzymes qui potentiellement seraient impliquées dans... Si, bien sûr. Ouais, en fait il y en a plein. Il y a les GACSP, enfin, c'est très c'est complet. Par rapport à ton travail, en fait, tu testes des hypothèses. Qu'est-ce que tu penses du temps en fait, d'exposition des animaux par rapport à des changements? Parce que là, tu fais des expositions brutales pour un temps donné. Je n'ai pas tout compris, mais c'est vraiment des expériences. Mais par rapport aux cohortes justement qui survivent et qui vivent très bien à 34 degrés, est-ce que ça ne pose pas aussi d'autres questions sur notre compréhension de la résistance de ces espèces? Si, complètement. Je pense que la thermal biology, la biologie de la température, elle est très complexe. Et même nous, dans le design de nos expériences, c'est toujours un peu compliqué. Comment on monte la température, combien de temps on la laisse. Et, on essaye un peu de se caler sur ce qui se fait dans l'environnement. Donc aux Marquises, là, on avait posé des thermoboutons, on a vu que la température, elle montait jusqu'à 40 degrés. Donc en fait, c'est pour ça que nous, on s'est un peu calé là-dessus. Mais c'est sûr que c'est très complexe et qu'on fait des choix et après, il faut s'y tenir. Et on ne peut pas tout faire, ça c'est sûr, mais au moins, on aura posé notre petite pierre à un moment donné. Oui, non, c'est un beau travail, merci. À propos de la Thermal Death Time Curve, là, tu la montes jusqu'à 12 heures, mais est-ce que vous avez, comme les vagues de chaleur marine, elles peuvent durer plusieurs semaines, est-ce que vous avez continué cette courbe plus longtemps? Alors non, en fait, on ne peut pas aller trop loin avec ce framework parce qu'en fait, après, tu as des mécanismes, par exemple, comme on leur donne des algues, en fait, elles vont faire des réserves. En fait, ça ne va plus être environnemental. En fait, ce sera plus réel ce qui se passera parce que ce qui se passe dans nos bacs, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Et si on laisse trop longtemps, ça va pas du tout refléter ce qu'on veut. Donc, on préfère garder des courtes durées et après faire des extrapolations, même si on sait qu'il y a un biais, mais voilà, il y a des limites. Bonjour Cédric de l'ADRM. J'ai une question par rapport à la part sur l'aspect influence environnementale et influence donc épigénétique et l'influence génétique en fait dans ton travail. Ton objectif c'est aussi d'évaluer cette part par rapport aux autres parce que nous ça nous intéresse parce que derrière si on est dans une stratégie d'évolution et réchauffement climatique, il faut savoir si on peut transférer des huîtres, justement celles des Marquises ou justement ou les soumettre à des températures des huîtres qui sont autochtones, enfin qui sont sur les archipels, pour justement essayer d'impulser une résistance, etc. Donc c'est important. Donc est-ce que tu as prévu dans les conclusions de travailler sur cet aspect-là?
la part environnementale et épigénétique et la part du génome même qui nécessite une évolution sur plus long terme, quoi, de ces populations, par exemple des marquises qui sont quand même isolées depuis un certain nombre d'années, quoi. Ben oui, complètement. Après moi, en fait, je fais partie d'un gros projet. Et en fait, il y a quelqu'un d'autre dans la salle, un autre thésard, qui travaille plus sur en fait, ces questions-là, plus d'adaptation, la connectivité, et comment en fait, comment plus, oui, l'aspect génétique, génomique, quoi. Mais moi, c'est plus la mécanistique en fait. Mais je pense que voilà, moi, il y a quelqu'un d'autre qui est plus. En tout cas, c'est pris en compte dans le projet et moi, je pourrais pas trop en parler, mais si jamais, c'est Antoine qui est là-bas. Voilà.